Je dois vous présenter Didier Siergue. Je dois reconnaître que je ne connaissais pas son nom, que je ne savais pas non plus, en m'attelant à ce sujet, qu'il y avait un circuit automobile à Albi. Je savais qu'il y en avait plusieurs dans le sud de la France, mais je poserai la question dans la salle, vous seriez peut-être aussi bien en difficulté de me le dire. Et pourtant, Albi, c'est une petite ville par rapport à Toulouse, qui n'a jamais que 50 000 habitants, et qui a réussi à sauver son circuit automobile, qui était dans une situation catastrophique. Il est sauvé et comment? Et c'est ça que va nous expliquer aussi, pour commencer un petit peu, Didier Siergue, en nous parlant bien sûr des métiers de la vitesse, de ses dangers, de ses impacts et à quoi ça sert un circuit. Il va aussi pouvoir vous l'expliquer. Merci, bonne soirée. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je ne sais pas si je suis à la bonne distance par rapport au micro. Ça va? Parfait. Eh bien voilà, c'est vrai que c'est un métier qui n'existe pas, en tout cas celui de conduire un circuit automobile, puisqu'il y en a une dizaine en France de ce niveau. Et donc il faut l'apprendre sur le tas, puisque ce circuit a déposé le bilan en 2014, et il a fallu le sauver et le reprendre. Voilà. Mais tout ça, ça commence par un début d'histoire. 1933, le premier Grand Prix d'Albi se dispute. 1933, 34 et 35 sont gagnés par M. Véron sur Bugatti, qui a donné naissance à la Bugatti Veyron, qui est la voiture la plus rapide et la plus puissante depuis une bonne dizaine d'années, 400 km/h et 1001 cheval. Donc voilà, sont venus ferrailler sur ce circuit des courses d'auto et de moto. 1951, le premier Grand Prix comptant pour le championnat du monde de moto, c'était Albi, en 1951. 1953 sont venus courir en Formule 1 Fangio, Ascari et Farina, c'est-à-dire les trois champions du monde en titre. Après, c'est plus possible parce qu'il y avait dans ces années-là environ un tiers de la grille de départ qui disparaissait sur accident. C'était très très dangereux puisqu'il n'y avait pas de ceinture de sécurité, des freins pas terribles et puis des voitures qui allaient quand même très très vite et qui étaient assez puissantes. Et puis après, il y a le grand accident des 24 heures du Mans qui a fait que les circuits qui étaient sur route ouverte, fermés pour l'occasion de la course, ont été interdits. Et donc ça a donné naissance, parce que Albi avait une ancienneté et une notoriété, ça a donné naissance à un circuit qu'on appelle permanent, c'est-à-dire un circuit fermé qui reste là toute l'année pour servir à la cause mécanique, automobile, course, moto, etc. Mais aussi à d'autres activités, donc on va y revenir après. Donc qu'est-ce qu'on fait sur un circuit permanent qui ouvre en 1962, donc c'est le deuxième plus vieux circuit de France en activité. Il y en a eu aussi sur Toulouse, à Cadour et dans le Comminges, donc il y a eu des circuits qui étaient aussi des années du circuit d'Albi, mais qui n'ont pas réussi à continuer à avoir une activité de circuit permanent. Bon, on y fait d'abord les courses traditionnelles au circuit d'Albi, on organise maintenant, mais c'est pas revenu tout seul puisqu'il a fallu remettre en place toute une technique, une technologie, fibre optique, Wi-Fi, 4G, etc. pour que ça fonctionne et que les championnats reviennent. Donc il a fallu investir assez lourdement. Le circuit d'Albi est géré par une DSP, une délégation de service public, donc il appartient à la ville d'Albi, mais on le gère et on y investit, je dirais, pour sauver la bête. Et après ça revient au circuit, à la ville d'Albi et aux Albigeois, donc à la fin de la DSP dans une huitaine d'années. Course traditionnelle de voitures anciennes, il y a 300 pilotes et 10 000 spectateurs qui viennent, généralement en mi-juin. Ensuite, il y a les courses de motos anciennes aussi. Donc là, c'est un petit peu les gentleman drivers, un peu comme moi aussi, hein, parce que les années passent en même temps que le circuit et ses exploitants en prennent un an de plus chaque année. Championnat de France moto moderne, c'est aussi 10 000 spectateurs et toujours 200 pilotes à peu près qui viennent. Ensuite, on fait le final de championnat de France camion et drift. Donc là, c'est le gros week-end, c'est un peu atypique, c'est quelque chose qu'on a mené de nouveau sur le circuit d'Albi. Et il y a 20 000 spectateurs visiteurs qui viennent, c'est week-end très famille avec plein d'activités, un peu comme Le Mans, parce que Le Mans c'est vraiment le grand modèle où il y a les 24 heures du Mans, où il se passe toujours des choses, des concerts et des animations sans arrêt. Bon, on n'a pas cette prétention, mais on fait du mieux qu'on peut. Et puis cette année, on a eu la finale de Coupe de France des circuits, où sont venus tous les meilleurs pilotes français partir depuis le circuit d'Albi en boucle, faire des spéciales. Ça c'était il y a 10 jours, ça s'est très bien passé aussi. Donc ça c'est ce qu'on connaît ou ce qu'on imagine qu'on fait sur un circuit. C'est 7-8 week-ends par an.
90 000 spectateurs, donc c'est quand même un gros attrait pour la ville et un gros atout pour la ville. Mais bon, ça ne fait pas que ça un circuit. Le début de la saison commence par l'Albi Eco Race, qui est une course on va dire, de nouvelles technologies, donc véhicules solaires. Et cette année, on va faire les 24 heures des véhicules solaires, même la nuit. Voilà. Véhicules solaires, des véhicules aussi qui sont construits par les écoles du sud-ouest, mais aussi de France. Un peu comme l'Écochelle Marathon, mais on a un règlement particulier, avec une batterie encore plus petite. Les élèves qui ont aussi un mini circuit avec des véhicules solaires, mais qui sont faits par les élèves plus jeunes. Il y a 5 compétitions comme ça dans le monde, dont Albi. Albi, pourquoi ? Parce que c'est un circuit plat, donc il n'y a pas le véhicule solaire peut s'y déplacer et il n'a pas de contrainte de montée de côte ou de virage trop serré. C'est un circuit rapide, c'est le plus rapide de France. Donc du coup, il y a moins de contraintes de relance dans les virages, donc un véhicule solaire peut durer plus longtemps. Ils vont faire environ 1600 km sur 24 heures, les véhicules. Et puis c'est dans le sud, donc il fait quand même plutôt beau. Donc c'est mieux de faire un véhicule solaire ici que dans d'autres villes plus au nord. Après, le circuit d'Albi est quand même loué 220 jours par an. Donc on aime dire que c'est le circuit de Toulouse pour tout ce qui est nouvelles technologies, puisque c'est quand même beaucoup de choses se passent à Toulouse et dans notre région Midi-Pyrénées et Occitanie, puisque le bassin de l'emploi de sous-traitance automobile et moto à Midi-Pyrénées, c'est le 3e bassin d'emploi de France de sous-traitance automobile. Vous avez des entreprises comme Continental qui font 5000 emplois, réservent environ 50 journées par an sur le circuit d'Albi pour développer les boîtiers électroniques, pour que les voitures consomment moins, pour qu'elles cliquettent moins sur les moteurs, pour gérer l'ABS ou avant de mettre un modèle en série, ils nous louent le circuit 4-5 jours et ils viennent tourner avec 3-4-5 véhicules et ils essayent des pignonneries de boîte à vitesse, des couronnes sur les développements de ponts, etc. pour qu'ils consomment moins. Ils arrivent à gagner 1 litre, 1,5 litre rien qu'avec les rapports de boîte à vitesse quand vous passez la 2e, 3e, 4e, 5e, même si elle est automatique, si c'est bien étagé, que ça correspond à l'utilisation qu'on en demande sur nos routes françaises, qui n'est pas la même que sur les routes allemandes où on roule plus vite, ou sur d'autres routes, on arrive à économiser 1,5 litre au 100, c'est quand même assez énorme. Donc tout ça, il faut le tester dans des conditions de sécurité où on ne croise pas, des voitures ou des camions qui vous ralentissent pour pouvoir donner enregistrer de bonnes données. On aimerait le faire encore plus souvent parce que les journées d'hiver sur un circuit sont plus longues que celles d'été. C'est-à-dire qu'il y a moins de monde qui est intéressé. On le loue à des particuliers qui veulent faire des journées entreprises avec leurs salariés, où on propose plein de panels diversifiés. On a 10 voitures électriques sur le circuit où on apprend de la conduite économique. Et on peut aussi faire découvrir nos régions et les villages qu'on a aux alentours de la Midi-Pyrénées qui sont assez fabuleux, par des chasses au trésor ou autres, mais tout ça c'est toujours basé au circuit d'Albi. On y fait une soixantaine de journées sur la sécurité routière. On a un paddock de 14 000 m² où on vient faire différentes animations avec des cônes, des zones de freinage, des zones dégradées par de l'arrosage qu'on fait par exemple. Donc ça on fait une 50aine de journées. Les concessionnaires et constructeurs viennent présenter leur gamme aux journalistes et aux futurs clients. Ça aussi, ça fait une bonne 40aine de journées par an. Les entreprises viennent aussi faire de l'incentive sur circuit en nous louant les salles et en ayant des stages de pilotage plus ou moins, c'est un peu à la carte, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ça va de 99 à 600 euros suivant la découverte ou autre, donc ça intéresse beaucoup de budget. Ou pour faire plaisir à des clients, ils nous envoient carrément leurs clients ou leurs commerciaux pour faire une animation. On aime bien recevoir les clubs et les collectionneurs de voitures qui prennent plaisir à venir dans notre région et à tourner juste pour voir ce que c'est un circuit ou défouler un petit peu la mécanique, parce qu'aujourd'hui il faut un peu la défouler la mécanique. Les voitures, surtout les voitures anciennes, ont des rapports qui tirent plus long pour être plus rapides, mais les réglementations diverses font que maintenant on est un peu brimé, et donc des fois on roule en 4e ou en 5e, alors, parce que ça ne sert plus à rien de passer la 6e. L'école de pilotage auto et moto, donc on a remis en route le circuit de karting qu'en école de pilotage ou en journée entreprise, et on a aussi une école de mini-moto qui fait
les jeunes viennent prendre des stages plus ou moins longs pour venir s'amuser sur le circuit. Donc voilà, ça sert à ça, et ça sert au métier de l'automobile. Un circuit depuis 1933, ou en tout cas depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, je dirais que ça change un petit peu toutes les décennies d'activité. Avant, c'était que des courses. Tout le développement de la technologie des véhicules auto, moto ou camions se développe sur un circuit, que ce soit les freins ABS, que ce soit les anti-patinages, que ce soit tout ça, se développe sur un circuit fermé, où on peut arroser, où on peut mettre la voiture dans des positions inacceptables sur route ouverte, bien sûr, parce qu'on croise des gens. Donc on ne peut le faire que sur un circuit. Quand on a la chance d'avoir un circuit aussi proche d'une agglomération qui est aussi dynamique que Toulouse, ça devrait matcher. Et donc toutes ces décennies qui changent l'utilisation d'un circuit, aujourd'hui on est en train de reprendre un virage sur les nouvelles énergies. Donc l'hydrogène, on a une station hydrogène sur le circuit d'Albi, qui est là depuis un moment mais qui ne servait pas. Donc j'ai pris contact avec Automotech, le cluster ici qui recense tous les métiers de sous-traitance automobile. Et il y a 100 entreprises qui sont quand même sur ces nouvelles technologies. Et la route de l'hydrogène, parce que une voiture à hydrogène, en fait, c'est une voiture électrique à la base, qui a une pile à combustible, et l'hydrogène, qui est de la vapeur d'eau en fait, fait prolongateur de ce moteur électrique. Donc c'est vraiment une voiture, quand elle roule, elle fait pousser des fleurs. C'est la rejette de la vapeur d'eau, pas autre chose. Mais elle, par contre, elle peut circuler qu'en circuit fermé, puisqu'il faut qu'elle ravitaille à une station hydrogène. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Donc il y a une route de l'hydrogène qui part de l'Aveyron, qui va arriver jusqu'à Madrid. Et comme ça, il peut y avoir des corridors hydrogène. Il y a un projet qui part de Lille et qui descend jusqu'au Pays Basque. Et donc là, il y aura des stations hydrogène tout le long du parcours, mais on ne peut pas trop aller nulle part ailleurs, sauf à faire 150 km avec la fin du moteur électrique. En tout cas, si vous voulez, c'est une compression à 300 bars ou 700 bars suivant les pays, une compression de gaz, d'hydrogène, et ça rejette que de la vapeur d'eau. Bon, ça coûte un peu cher. Aujourd'hui, Air Liquide le propose à 10 euros les 100 km, mais ils perdent beaucoup d'argent à le faire. Mais pour lancer la chose, en tout cas, c'est une possibilité qu'on peut faire à tous les pays. Comment on fabrique de l'hydrogène? En dépensant de l'énergie pour la comprimer. Si on dépense de l'énergie pour la comprimer, c'est un peu dommage. Mais en fait, l'énergie en France est produite en circuit fermé et à énergie perdue. C'est-à-dire on produit les kilowatts qui est censé consommer une ville, et puis si c'est pas consommé, soit c'est dérivé sur l'Espagne si c'est vendu, c'est dérivé sur d'autres pays, parce que la France alimente d'autres pays en énergie, et sinon elle est perdue. Alors quand elle est perdue, autant qu'on fabrique de l'hydrogène, et qu'on comprime ce fameux gaz pour fabriquer l'hydrogène. Et là du coup, ça ne consomme pas d'énergie, on la stocke. Elle est stockée dans des bouteilles de CO2, là, des bouteilles qu'on a l'habitude de voir des gaz d'hiver. Et elles sont chargées dans cette station hydrogène, dans d'autres stations hydrogène, et elles peuvent servir à vraiment aller vers le futur. Donc je crois que la région Occitanie a vraiment pris là-dessus un pari, plus que les autres régions. Donc ça devrait se développer plus qu'ailleurs. Les voitures hydrogène sont en vente dans le commerce. Pas grand monde en achète parce qu'il n'y a pas de station, mais nous on a sur le circuit, on a la chambre de commerce qui vient ravitailler, on a la poste ont 2 véhicules puisque ils font 160 km de boucle pour distribuer le courrier, donc ils peuvent rouler à l'hydrogène et ils viennent tous les jours faire le plein de carburant. Il y a 5 voitures qui viennent tous les jours faire le plein de carburant. Donc c'est quand même un début, c'est vrai que c'est que ça existe, que ça marche et que c'est fiable. Pour le particulier, ça dépendra du développement des stations, comme les voitures électriques. Sur les voitures électriques, nous, au circuit d'Albi, on en a 10. On a la chance d'avoir 1200 kW qui arrivent en entrée de circuit. C'est parce qu'on est proche d'une ville et on pourrait faire des courses de voitures électriques. On aurait assez d'énergie pour recharger une vingtaine de voitures en 15 minutes pour faire des manches de voitures électriques. C'est un projet. Il y a un constructeur de véhicules électriques qui s'appelle e-Racing qui propose des GT. Alors, pour l'instant, il va les mettre en vente pour des locations sur circuit. Et il y aura un championnat normalement en 2021. Et ce moteur, c'est Alkia qui le fabrique, il est à Toulouse. Donc, on voit que ce virage de cette décennie, il va vers, pas que la vitesse, mais la vitesse intelligente et qui ne consomme pas d'énergie et qui soit, bien sûr, le plus proche de la nature possible. Donc, il y a quand même ces possibilités-là et qui se développent sur un circuit.
Voilà comment on peut arriver à développer 220 journées par an. D'autres circuits font mieux, mais sur le côté plus ancien, j'ai quelques chiffres à vous donner. Les 24 heures du Mans, par exemple, c'est l'épreuve où il y a le plus de spectateurs, tous sports confondus en France. C'est 270 000 spectateurs. C'est 400 millions de téléspectateurs. C'est 53 millions d'euros de retombées financières directes. Pour vous donner une idée, un club de Ligue 1 en football, c'est 52 millions de retombées financières sur l'année. Et là, rien que l'épreuve du 24 heures du Mans, c'est 92 millions d'euros. Les chiffres d'affaires en moyenne d'un circuit, c'est 5 millions d'euros par an. 70% d'augmentation sur 5 ans, ça fait 10-15% d'augmentation quand même. Avec un fléchissement depuis 2015 où il y a eu un fléchissement de 10%. Justement parce qu'il faut changer le modèle économique et c'est ce qu'on... Nous, on a le temps de le réfléchir à Albi parce qu'on n'avait pas... Il était tombé en faillite, donc tout le monde avait perdu l'habitude de venir. Donc du coup, on a des journées de libre, voilà. Le circuit automobile de Nogaro, qui est le deuxième plus proche de Toulouse, est loué 330 jours par an, donc c'est quand même beaucoup sur 365 jours, et accueille 220 000 visiteurs et spectateurs par an. Visiteurs et spectateurs, pourquoi? Parce que sur le circuit d'Albi, on n'a que 3 spectacles payants, tout le reste est gratuit. Donc on dit spectateurs-visiteurs parce que des fois ça vaut pas le coup de faire une campagne de pub, de lancer la billetterie, de prendre des gens à surveiller les entrées et les sorties. Donc on préfère le faire gratuit. Toujours sur Nogaro, c'est 17 salariés à temps plein, 10 au circuit d'Albi pour comparer, 25 emplois indirects à Nogaro, et 80 personnes en équivalent temps plein, parce qu'il y a une zone technologique sur le site qui fait qu'il y a plein d'emplois qui se créent à Nogaro, et sinon ils n'iraient pas à Nogaro. Hein. Et 7 millions de retombées économiques. Voilà pour un circuit d'une taille un peu comparable au nôtre. Le Grand Prix de France de Formule 1 qui est revenu en France après 20 ans parce qu'en fait, il faisait 1 an sur 2, puis après, ça coûtait tellement cher qu'il ne le faisait plus venir en France. L'investissement est de 14 millions d'euros, parce qu'il faut acheter le droit de calendrier, et c'est 78 millions d'euros de retombées économiques. C'était plus que prévu. Un petit dernier, le circuit de Manicourt. Il y a une technopole sur le circuit qui s'est créée, avec une volonté de Nevers, la mairie de Nevers. Aujourd'hui, cette technopole qui a une trentaine d'années représente 393 emplois permanents que pour les métiers de l'automobile. Pas que la course, auto, moto, camion, mais développer des moteurs. Ils développent des moteurs de Formule 1, ils développent des moteurs pour l'Europe, et même plus que l'Europe, des moteurs, des transmissions, des boîtes à vitesse, enfin vraiment, mais tourner vers il y a des fonderies, ils fabriquent des directions assistées, ils fabriquent plein de choses pour la course et ses dérivés. Donc 393 emplois sur le site, 64 millions d'euros d'économie, voilà. Pour finir avec des statistiques sur les circuits, le plus grand spectacle, tout sport confondu, qui se passe dans un stade, si on peut dire un stade, c'est un stadium automobile, c'est Indianapolis. C'est 350 000 spectateurs. Donc là, il n'y a aucun sport qui fait, même une finale de foot, ça fait toujours que la contenance du stade, c'est-à-dire 80 000, 100 000 spectateurs. Donc qu'est-ce qu'on vient y voir? Des voitures, pour l'instant, qui font du bruit, qui vont vite et qui polluent. Cette vitesse, elle sert à la vitesse, il faut l'apprivoiser, puis l'apprivoiser après pour l'adapter à la vie de tous les jours, à une voiture normale et un conducteur normal. Pour aller de plus en plus vite sans prendre de risques, on peut le faire que sur un circuit, parce que sur route ouverte, forcément on croise une voiture pas au bon endroit. Donc pour se mettre en main une voiture, ou pour apprendre qu'est-ce qu'elle va faire la voiture quand on va avoir de la pluie ou d'autres surfaces dégradées, on peut venir sur un circuit la tester. Bon, les métiers de la vitesse, ils ne sont pas dépassés, mais ça prend un virage qui est différent de celui d'avant, où il fallait le plus vite possible et à la limite de la voiture, etc. La limite de la voiture aujourd'hui, c'est les techniciens qui l'a créé beaucoup
sur des ordinateurs, dans les souffleries, on vient juste la tester sur circuit, alors qu'avant on mettait un pilote dedans et puis il fallait rouler jusqu'à ce que quelque chose casse. Et puis après ils remettaient quelque chose de plus costaud, une rotule ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui c'est des essais quand même qui se font d'abord sur des programmes informatiques et ensuite on vient les valider sur circuit. Les métiers de la vitesse, ils sont nombreux, parce que c'est quand même une des inventions du siècle. L'automobile, on est tous venus avec une voiture ou quelque chose qui roule en tout cas. Et donc tout ça, on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans un moteur ou dans une boîte à vitesse. Quand on dit qu'un moteur prend 6000 tours minute, c'est qu'il a fait 6000 tours par minute de vilebrequin avec des pistons qui s'énervent dans les cylindres. Ça fait beaucoup. 6000 tours minute, il le prend pendant 10 ans. Donc il faut fiabiliser tout ça, et ces métiers de la vitesse sont les métiers de la fiabilisation qui sont devenus maintenant le berceau de l'automobile. C'était quand même l'Europe, la France, l'Angleterre et un peu l'Allemagne au départ. Maintenant c'est mondial, donc la concurrence elle est mondiale, il faut être meilleur que les autres. Donc pour ça il faut beaucoup d'ingénieurs. J'étais à Sochaux hier et avant-hier visiter l'usine. C'est 50 000 emplois sur la région et 5 000 emplois directs sur l'usine de Sochaux. Ça sort 2000 voitures par jour, et donc 2000 voitures par jour, pour 5000, sur 5000 employés, il y a une centaine de métiers différents. Il y a des gens qui créent l'usine déjà, qui créent les robots, qui les mettent au point, puisque l'usine elle tourne en 3-8, elle ne s'arrête jamais. Donc ces métiers de l'automobile, on a la chance en France d'avoir 2 constructeurs au deuxième, donc Renault, on ne sait pas si c'est au deuxième ou troisième rang mondial, et maintenant Peugeot qui fait l'alliance avec Fiat, Chrysler et Jeep va devenir le 4e constructeur mondial avec 8 millions de voitures produites. Donc c'est autant de postes d'ingénieurs et de développeurs qui vont se créer en France, puisque c'est PSA, donc Peugeot, qui va piloter ce groupe qui devient mondial, puisque Peugeot voulait aller sur les États-Unis, mais on ne peut pas arriver avec une nouvelle marque sur un pays comme les États-Unis et l'Amérique du Sud. Et là-bas, Jeep, Fiat dans l'Amérique du Sud, Chrysler, Ram sont très connus. Et dans ce nouveau groupe, il y a aussi Maserati, Alfa Romeo, qui sont quelques pépites avec quelques spécificités. Donc les métiers de la vitesse et de la technique et de la technologie ont beaucoup d'avenir, parce que l'homme se déplace de plus en plus vite. En avion, mais on sait que l'avion, c'est celui qui est le plus consommateur de carburant. Et ça va vraiment être de plus en plus. Les statistiques font que cette pollution, on va dire, d'avion va pas remplacer les voitures, mais faire voyager plus les gens plus vite et plus loin. Et après, nous, on ne sait pas trop avec quelle énergie on va se balader dans 15 ans. On voit à peu près que l'électrique gagne 1 ou 2% par an de part de marché, au gré des bornes qui s'installent et de la facilité d'utilisation des voitures. Moi, je roule avec une Tesla et c'est assez fabuleux. Un plein coûte 11 € et on fait 500 km. Et on fait le plein chez soi avec une prise de 32 ampères normale. Ben ça, il y a 5 ans, c'était pas trop imaginable. On disait avec une voiture électrique, on fait 150 km et puis ça s'arrête. Mais non, ça fait 500 km. Avec une voiture qui pèse 1,7 tonne, qui est une familiale, avec un coffre devant, derrière, 4 places, enfin, et en plus qui a des performances assez ahurissantes. Et bien tout ça, c'est l'avenir qui nous le réserve. Alors c'est pas moi qui vais écrire tout ça. L'avenir, j'ai pas la compétence ni la technologie. Par contre, le circuit peut servir d'écrin à ces nouveaux inventeurs et ces nouveaux testeurs, dont cette région dynamique où nous sommes. On espère vraiment devenir un petit peu le réceptacle et le spectateur, l'agitateur de ce nouveau mode de déplacement, de circulation, d'énergie, voilà. Après, la sensation de vitesse, elle sera toujours là, puisque si on se déplace vite, ça va bien. Si ça va trop vite, on sort de la route. Et on est un peu guidé par nos sens. Et nos sens, aujourd'hui, ils sont un petit peu annulés par le confort que représente une voiture moderne, ou quand on se balade à 120 km/h. À part écouter la radio, on n'entend rien dehors, on ne sait pas trop à quelle vitesse on est, puis il n'y a que quand le virage arrive, on se dit, là, je suis un peu rapide sur le coup, là, c'est pas bien. Et donc c'est vrai qu'on a tendance à rouler vite sans s'en apercevoir. Et en tout cas, les 80 km/h sont pas faciles à tenir dans une voiture moderne. Et là-dedans, le corps, nous, on a une troisième oreille qu'on appelle l'oreille interne, qui lui sait où on en est à peu près quand la voiture dérape ou pas,
ou si on a une troisième oreille ou une oreille interne assez moins développée. Par exemple, les pilotes de rallye, leur qualité, c'est de savoir où ils sont dans l'espace. Quand ils sautent sur une brosse, qu'ils vont atterrir sur une autre, ils savent où ils sont exactement, ils savent comment retomber, etc. Et ça, cette oreille interne, on l'a un peu d'origine. Et après, pour la développer, pour l'entraîner, il faut mettre la voiture dans des situations un petit peu inconfortables et voir comment elle se rattrape. Voilà à peu près ce qu'on peut faire sur le circuit et ses développements. Et les métiers de la vitesse, il y en a 100. Mais il y en a encore 50 qu'on n'a pas inventé ou auxquels on n'a pas encore pensé. La mobilité autonome. Aujourd'hui, Renault a racheté Intel à Toulouse. Intel à Toulouse, c'est 200 emplois sur tout ce qui se passe dans le petit ordinateur qui est là, c'est-à-dire le GPS, la connectivité de la voiture. Aujourd'hui, on est connecté avec Internet, mais demain, on sera connecté avec la voiture de devant et la voiture de derrière. La voiture qui arrivera sur le côté, on verra les voitures arriver sur notre GPS plus vite que nous, et on va se dire, il y aura peut-être une alerte qui va se sonner, etc. Et ça aussi, c'est Renault a acheté les Intel à Toulouse pour rester à Toulouse et développer ce genre de technologie. Donc, s'il y a 100 métiers aujourd'hui, il y en a 50 de demain qu'on ne connaît pas encore. Je ne veux pas vous en parler, mais j'espère qu'on les verra. Voilà, donc si vous avez des questions qui vous semblent correspondre à ce que je peux vous répondre, si c'est pas trop technique, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et je crois qu'on m'en a déjà préparé quelques-unes, là, la question. Alors, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que c'est pas si simple que ça d'organiser une course d'automobile, de moto ou de camion. Il y a des conditions quand même assez particulières, c'est compliqué. Il y a une législation à respecter. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Le ministère de la Jeunesse et des Sports délègue à des fédérations, obligatoirement des associations. Donc les fédérations FFSA pour la Fédération Française du Sport Auto et la FFM pour la Fédération Française de Moto délèguent à des associations, autoclub ou motoclub, le pouvoir d'organiser des compétitions sur lesquelles il faut déposer un règlement 2 mois avant ou 3 mois avant, suivant les épreuves, à la préfecture et donner là-dessus toutes les indications de plans de sécurité, d'évacuation, de pompiers, de Croix-Rouge, d'accueil du public, de zones de sécurité, de zones maintenant de sécurité en cas de problème ou d'attentat ou autre. Il faut mettre des moyens en place. Donc il faut organiser les flux de 10 000 personnes aussi bien quand ils arrivent sur le circuit, parce qu'ils arrivent un peu tous en 1h30 et ils partent un peu tous en demi-heure. Donc il faut organiser les sorties avec les ronds-points, diriger les personnes, etc., les parquets, tout ça en même temps que les courses des épreuves se déroulent. Il faut bien sûr mettre en place tout ce qui a besoin. Par exemple, le week-end camion, c'est 20 000 personnes. Donc c'est un village. 20 000 personnes sur 2 jours, c'est 60 000 repas à peu près. Donc il faut les acheminer, pas avec des gros camions, parce que sinon ça passe pas. Il faut des toilettes. Il faut évacuer les poubelles, parce que c'est ce qui nous a surpris la première année, c'est que 20 000 personnes, même s'il n'y en a que 10 000 le samedi, les poubelles, c'est les poubelles d'un village qui se remplissent, mais sur un endroit assez petit, et les services de voirie ne passent pas. Donc il faut aller piquer les poubelles, s'arranger avec tous ceux qui s'organisent autour, le parc d'expo, etc. On s'échange les poubelles, c'est très con, mais c'est un truc qu'on n'a pas trop calculé au départ. On loue des toilettes mobiles, on loue plein de choses comme ça. Et puis bien sûr, il faut accueillir les fédéraux, ceux qui organisent, qui ont la charge de faire appliquer la réglementation aux pilotes. Donc il y a des collèges de commissaires par catégorie, il faut une trentaine on va dire, d'officiels pour organiser une épreuve. Puisque les pilotes qui sont en passage, il faut les convoquer. Celui qui a fait quelque chose, déjà il faut expliquer, il faut faire un briefing. Un week-end de camion, c'est 202 bénévoles sur le circuit. Donc 202 bénévoles, c'est une PME que vous construisez avec des gens que vous ne rémunérez pas, mais que chacun a une fonction. Donc c'est une pyramide qui est là, qui existe que 3 jours, avec des bonnes volontés, de la passion, mais des caractères différents, des gens qui veulent bien faire des tâches ingrates, mais moyennant qu'on les relaie, qui veulent bien aller voir l'accès à un tel parking, ou régler les flux, mais qui veulent bien le faire, mettons que 2 heures, et puis s'il y a leurs copains
Popol qui vient, ou l'inverse, etc. Donc tout ça, c'est un gros management avec des imprévus, mais alors toutes les 5 minutes. Et puis, donc c'est assez difficile à organiser, mais on est vraiment content quand ça se passe bien, que tout est bien organisé, et surtout le dimanche soir quand tout s'est bien passé et que les gens sont super contents et qu'ils n'ont pas vu que derrière c'était vraiment très, très compliqué à gérer. En fait, c'est un peu ça qui me plaît, c'est d'accueillir, d'organiser et de faire venir sur des spectacles complètement différents des publics, puisqu'on a ces compétitions que je vous ai dites, auto, moto, voiture ancienne, moto club, etc. C'est jamais le même public. Il y a un tronc commun de 20% de personnes qui s'intéressent un petit peu à tout ce qui est mécanique, mais après, il y en a qui aiment que le camion, que la moto, que la voiture ancienne, que la voiture moderne, etc. Donc il faut aller les chercher, il faut les séduire, il faut communiquer. Aujourd'hui, ça va plus vite avec Internet, donc c'est une forme de vitesse aussi. On peut aller toucher des cibles en particulier qui sont sur certains blogs sur Internet. C'est plus facile, mais avant, les gens venaient aussi nombreux, voire plus nombreux même sur les courses automobiles, alors qu'il n'y avait que la radio, pas de télé et des affiches collées sur des platanes. Et bien, les gens venaient quand même parce qu'il y avait le bouche à oreille. Aujourd'hui, le bouche à oreille a été un petit peu remplacé par des médias plus rapides. Voilà. Merci. D'ailleurs, il y a une chose dont je me suis souvenu en préparant cette soirée, c'est que effectivement, moi, j'ai de par mon âge, j'étais là quand il y a eu ce fameux accident du circuit du Mans, 84 morts quand même. Et en relisant le compte-rendu, je me suis aperçu qu'effectivement, à ma grande surprise, et ça effectivement, j'avais 9 ans, je ne l'avais pas mémorisé, le circuit n'avait pas été arrêté, le public était resté, la course avait continué. Ce qui maintenant paraît assez incroyable, mais il y avait à ça une bonne raison, c'est que si le circuit avait été vidé des milliers de spectateurs qu'il y avait dans les tribunes, dont des blessés, des morts, etc., ça aurait été encore pire pour faire venir les secours. Donc du coup, la décision a été prise par les commissaires de course, qui ont un rôle extrêmement important et difficile, de continuer la course pour justement favoriser l'arrivée des secours. Et c'est vrai qu'on comprend un peu, d'après ce que vous nous dites, que effectivement, quand c'est fini et qu'il ne s'est rien passé de grave, qu'il n'y a pas eu d'incident, vous devez être content et bien dormir. Parce qu'effectivement, c'est un gros stress, une grosse pression qui est mise dessus, sur vous, avec des machines terribles, avec des gens, avec des spectateurs. Et il faut quand même que ce soit une course, un spectacle populaire. Et quand on regarde, moi je conseille à tout le monde ce soir, dans les jours qui viennent, de taper simplement sur un écran, sur votre ordinateur, circuit d'Albi, vous allez voir des images de courses. Mais c'est la fête, c'est vraiment, il y a une dimension festive, conviviale qui est extrêmement forte, alors qui avait été perdue effectivement en Europe pendant un moment, puisque, on le sait, les courses avaient été interdites pendant très longtemps, par exemple en Suisse, à cause de l'accident du Mans. Ce genre d'accident a traumatisé toute une génération, c'est sûr. Mais maintenant, on fait aussi différemment les courses. Je crois qu'effectivement, quand vous proposez par exemple de louer le circuit pour des roulages d'une journée, il y a un nombre maximum de personnes qui peuvent rouler sur ce circuit, pas plus. Et puis c'est une journée par mois à peu près. C'est très limité à la fois en nombre de jours et en horaire. Donc il y a tout un encadrement légal qui n'est pas toujours pour vous, je pense, non plus très facile à tenir, puisque il y a des règlements, il faut les tenir, pas faire de circuit de course qui dure après, je crois, c'est 20 heures le soir ou quelque chose comme ça, ne pas faire rouler des voitures qui font plus de 95 décibels, dans les locations à la journée, ça devient effectivement très très compliqué de concilier tout ça, et pourtant c'est assez obligatoire si on veut avoir le plaisir effectivement de voir une belle course et de s'amuser. Et on s'amuse, c'est sûr, quand on regarde une course. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pilotes. Et là, moi, c'est un vrai mystère. J'aime beaucoup conduire, je vous l'ai dit. Si je conduis pas pendant une journée, il me manque quelque chose. Voilà. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien prendre une belle courbe. Quand je sors d'un virage et que j'ai pris une belle courbe, je suis contente. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre moi, qui suis assez quelconque au volant, dans le fond, et qui fait sûrement aussi beaucoup d'erreurs,
et ce qu'on appelle un pilote et un grand pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un pilote? Quelle qualité il faut pour être un bon pilote? Alors, entre un bon et un mauvais pilote en Formule 1, ça doit faire 1 seconde au tour à peu près. Et 2 secondes parce qu'ils n'ont pas la même voiture, et 3 secondes parce qu'il y a certaines voitures qui ne peuvent pas faire mieux que ça. Mais le pilote intrinsèquement, entre un bon et un mauvais, c'est 1 seconde au tour. Un tour, c'est 4 km à peu près. Mais là, on est sur la fin de l'entonnoir du pilotage. Le pilotage, d'abord, si vous ne roulez pas sur un circuit, vous ne pouvez pas savoir si vous savez piloter. Vous savez conduire sur route. On a tous l'habitude de conduire sur route, c'est presque maintenant presque instinctif. Mais si on veut savoir comment va se comporter la voiture et comment on va réagir sur un dérapage, sur une surface mouillée ou autre, on peut le faire grosso modo que sur un circuit. Donc déjà, si vous avez la sensation de prendre une grande courbe, c'est que vous l'avez prise. Votre grande courbe à la vitesse que vous avez jugée être la bonne, mais c'est sûr que vous pouvez passer 2 fois plus vite. Mais si vous n'avez pas le testé sur un circuit, vous ne le savez pas. Je ne dis pas qu'il faut le tester, mais si en testant la voiture, vous apercevez comment elle dérape, vous saurez réagir. Si un jour, dans cette courbe, que vous prenez la même vitesse, il y a de l'eau ou une flaque ou une tache de gasoil, vous saurez plus réagir si vous avez pu la tester par ailleurs. Alors un bon pilote, d'abord un très bon pilote, il est plutôt jeune et il roule à 102% de ses possibilités et il rattrape toutes les conneries qu'il fait, mais il rallie rarement l'arrivée. Puis après, il prend un petit peu plus d'âge, donc il roule à 99% de ses possibilités. Il arrive à finir, on va dire, très bien placé. Mais il y a toujours un jeune qui finit par quand même arriver en ayant fait des temps plus performants. On a aujourd'hui en Formule 1 Verstappen qui a 19 ans et qui a déjà 3 ans de Formule 1, qui gagne des courses, mais qui est hyper fougueux, qui s'accroche un petit peu, mais quand ça va au bout, il est quand même très performant. Et puis d'autres pilotes qui sont plus sages comme Hamilton, qui sont à leur 6e titre mondial, qui font plus d'erreurs. Alors qu'est-ce que c'est un bon pilote? C'est pas le plus rapide, c'est celui qui arrive le premier. Et donc il a des qualités de savoir où est le second, s'il faut gérer un petit peu les pneus, gérer peut-être un peu la consommation, gérer d'autres paramètres quand on arrive sur les attardés, gérer les situations imprévues parce qu'il y a forcément quelqu'un qui perd des fois un élément mécanique ou bien un drapeau jaune ou un drapeau rouge qui fait que il faut en profiter pour rentrer au stand. Donc le bon pilote, il anticipe sur 2 heures sur une course de Formule 1 ce qu'il y a le mieux à faire au moment où il roule. Et sur un rallye, lui, il faut qu'il gère. Il n'y a pas de bac à sable sur un rallye, donc la sortie de route est éliminatoire. Donc là, il y a des fossés, des portails, des poteaux électriques, il y a de tout. Il faut passer le plus vite possible en ayant reconnu que 3 fois maximum, parce que c'est la réglementation, 3 fois maximum le passage. Donc évidemment, ils prennent des risques. Et des risques qui se mesurent que quand on est sur le virage, s'il a plu, ça glisse plus que quand il y a eu des repérages. Si c'est plus sec, alors quand ils repéraient c'est mouillé, ils ne savent pas trop à 20 km/h près ou 30 km/h près comment ils vont passer dans le virage. Le copilote leur donne des indications, mais des fois ça sort. Mais bon, en France, on a la chance d'avoir une bonne filière, et il y a eu 15 ans de suite, des champions du monde ont été français. Sébastien Loeb 9 fois d'affilée, et Sébastien Ogier 5 fois d'affilée. Ça, c'est du jamais vu. Et maintenant, c'est plus un Français qui a c'est un Lituanien qui a le titre champion du monde. Voilà, il n'y a pas que de la chance, parce que pour arriver au rallye, arriver premier et faire 9 ans d'affilée champion du monde, c'est que c'est le meilleur. Il s'entraîne sur des portions de route que le constructeur loue, notamment ici, il y en a dans la montagne Noire. Donc il s'entraîne, il loue une portion de route qui est peu utilisée, et il s'entraîne toute la matinée à faire des réglages de châssis, de moteur, de suspension, etc. Après ils vont louer une spéciale circuitaire, il y en a aussi du côté de l'Aude. Donc ils prennent des circuits de terre, ils font des mêmes spéciales, et puis ils repassent 3 fois, 4 fois, 5 fois, en réglant les amortisseurs plus ou moins durs. Mais quand on part sur une spéciale, sur un rallye qui va durer 300 km, et qui fait mettons tout le tour de la Corse, ça part un petit peu au pif en disant quel pneu on va mettre, comment on va faire l'amortisseur, comment mettre l'amortisseur, etc. Les voitures qui sont passées devant jettent des cailloux en passant dans les cordes sur la chaussée. Donc le deuxième tour, il faut aller moins vite, le virage serré. Enfin, tous ces paramètres qui sont à prendre en compte, il y en a plein de paramètres à prendre en compte, font que c'est toujours un bon pilote qui gagne, c'est jamais un mauvais pilote qui gagne. Mais le 4e, le 5e ou le 20e, il peut être aussi bon que le premier. S'il n'a pas le matériel, c'est quand même un sport mécanique. Et le sport mécanique, c'est d'abord la mécanique qui fait du sport. Il faut l'amener au bout. Il faut savoir des fois peut-être un peu l'économiser.
Mais le pilote, il est là pour manager tous ces paramètres mécaniques de la voiture au milieu d'éléments avec une vitesse qui défile et qui donne une certaine adrénaline et qui fait que c'est assez jouissif que de conduire le plus vite possible à travers les arbres ou les fossés. Mais c'est quand même très dangereux. Donc pour ça, il y a les circuits qui sont moins dangereux. Et chacun choisit sa discipline. Il y a l'autocross, il y a le motocross, il y a le karting, il y a pléthore de sports mécaniques, auto, moto et même camions, qui font que notre génération, en tout cas, aime bien se déplacer le plus vite possible, en prenant le moins de risques possible. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles de pilotage en France pour les jeunes ? Est-ce que ce serait un moyen peut-être d'éviter ce qu'on appelle les runs qui se passent ici à Tournefeuille ou Route d'Espagne, malheureusement à Toulouse c'est arrivé, et qui sont effectivement des courses sauvages extrêmement dangereuses. Et on comprend pourquoi ça existe. Il y a beaucoup d'amateurs, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, en 2018, il s'est retrouvé 300 jeunes Route d'Espagne pour faire des runs. La gendarmerie est arrivée, a arrêté une trentaine de personnes qui ont été jugées. La loi a changé en août 2018. Les peines sont beaucoup plus lourdes maintenant pour les gens qui organisent effectivement ce genre de course. Mais ce n'est pas encore légal et ça ne peut pas l'être. On comprend bien pourquoi quand vous expliquez comment on organise une course automobile. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire vis-à-vis des jeunes ? On se plaint toujours que le permis de conduire n'est pas efficace, qu'il pourrait l'être davantage. Qu'il y a malheureusement beaucoup d'accidents de jeunes qui pourraient peut-être être évités. Est-ce que vous avez des idées là-dessus ? Est-ce que vous savez, vous, comme professionnel de la conduite et de la vitesse, comment on pourrait faire pour améliorer ce genre de choses ? Alors, si on le relativise, le permis de conduire, il n'est pas forcément mauvais, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'accidents. La formule avec le A sur le pare-brise est quand même assez brimante, puisque c'est pendant 2 ans, on ne peut pas rouler à des vitesses, même pas 80 km/h, et je crois que c'est 80 sur route, enfin c'est maintenant 70, c'est vraiment très limité. Il n'y a pas tellement d'accidents que ça, même s'il y en a trop, par rapport au nombre, aux milliers de voitures qui circulent, parce qu'il y en a toujours de plus en plus. Il se vend 2 millions de voitures neuves par an et 3 500 000 voitures d'occasion par an, ça c'est énorme. Et il y a 2-3 voitures par foyer. Il n'y a pas tant d'accidents que ça. La sécurité routière sur les routes, sur les ronds-points, tout ça, c'est quand même amélioré. Mais les accidents, quand ils ont lieu, c'est souvent des inattentions, des textos, des téléphones, et puis après d'autres facteurs comme l'alcool ou d'autres qui font que c'est très aggravant. Mais c'est le véhicule, lui, avec les contrôles techniques et les contrôles qu'on lui fait, il est rarement en cause. C'est toujours une erreur humaine ou une erreur de jugement. Alors, excusez-moi. Voilà, je vous remercie. J'ai envie donc on va peut-être... oui, ça voilà. serait bien. J'avais envie de rebondir sur ce que vous venez de dire pour poser une question aux artistes. Parce qu'on parlait d'alcool, j'imagine qu'en effet, chez vous aussi, ça peut altérer la vitesse ou la lenteur décidée dans vos gestes. Comment vous sentez-vous ? Parce que certains artistes, au théâtre, etc., par exemple, qui ont le trac, le gèrent comme ça. Mais vous, je pense que c'est impossible. Dites-nous tout à ce sujet. Ça arrive que dans des soirées, on se mette à jongler. Enfin, moi, en tant que jongleur, ça m'est déjà arrivé d'essayer de jongler en étant ivre. Et ça marche pas du tout. Encore moins bien que quand... Et voilà, ouais. Du coup, non, l'alcool pour moi, ça marche pas. Du coup, j'évite de monter sur scène en ayant bu. Après, oui, pour fêter chaleureusement tout ça, mais avant, non. Moi, je ne bois pas de l'alcool il y a plus de 10 années. Ça vous permet de maîtriser. Ouais. Et à propos de cette maîtrise, j'avais une autre question. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus difficile, de maîtriser la lenteur ou la vitesse ? Wow. Ça dépend. C'est très difficile cette question. Je crois que l'équilibre, c'est difficile. À moi, personnellement, je pars dans la vitesse, ou je reste dans les longueurs, comme pouvoir avoir un aller-retour juste, c'est plus difficile et c'est super nécessaire dans les scènes aussi. Je ne sais pas si ça se comprend.
Parce que vitesse, ça veut dire beaucoup de choses, non? Mais Si, dans si, le ça se timing comprend. de la scène, dans les mouvements. C'est le point d'équilibre qui Ouais. compte. Et pour... Pour moi, la lenteur est dure. J'ai une espèce de cocotte minute en moi quand je monte sur scène et ça gonfle et du coup, faut que je me mette des lestes pour ralentir et essayer de redescendre la pression. Et si je me laisse aller, je vais accélérer et perdre le contrôle. Du coup, ouais, c'est aller vite. Enfin, c'est comme un accélérateur où c'est facile d'appuyer. Enfin, quand on s'endort, on va vite appuyer sur l'accélérateur. C'est un peu la même chose. Genre, si on perd la concentration du moment, on peut se laisser aller. Et, enfin, ouais, faut être vigilant. Conduisez doucement. Du coup, vous souhaitez la lenteur ou la vitesse? Moi, il faut que je fasse un travail sur la lenteur pour trouver mon équilibre, comme dit Flore. Voilà. Mais la vitesse, elle arrive, elle arrive, elle trace, elle est là. C'est pas Voilà, clair. Maintenant, on va peut-être pouvoir passer la parole à la salle. On a fait un petit peu différemment d'habitude. Didier Sierck préférait qu'on dialogue un petit peu pendant un moment, pendant la deuxième partie de son intervention. C'est ce qu'on a fait. Mais maintenant, la parole est à vous et il y a un micro qui est dans la salle et n'hésitez pas de demander la parole. Oui, monsieur. 55. C'était le 11 juin 1955. 11 juin 1955. D'autres questions? Aussi bien aux artistes qu'aux pilotes. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Une question pour Monsieur Sierck. Dans les années 64-65, il y avait une école de pilotage par circuit. Alors il y avait Winfield au Mans, il y avait Motul à Nogaro, il y avait je ne sais plus quel pétrolier au circuit Paul Ricard. Et de toutes ces écoles de pilotage pendant ces années-là, de 60, je me rappelle plus très bien, mais de 65 à 70, on a eu des champions comme Lafitte, tous les grands champions de Formule 1 français, Beltoise et tout ça, qui sont sortis de ces écoles de pilotage. Or, quand on regarde sur Internet, à Nogaro, école de pilotage, il n'y a plus rien. À Albi, je me rappelle qu'il y avait les MEP et tout ce qui s'est passé pour les jeunes à cette époque-là. En plus, les formules de promotion, c'était à l'époque des vraies formules de promotion, puisque j'avais un ami qui était au lycée Rascol et qui courait sur MEP et qui a couru en Formule France à l'époque, dans les années 70, avec un salaire de pion. Il était pion au lycée Rascol, alors que maintenant, c'est plus possible, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe est-ce que vous avez des informations de ce qui se passe au niveau de toutes ces formules de promotion sur les circuits actuellement en France, quoi. Voilà. Parce qu'on n'a plus de pilotes français de Formule 1, ou alors c'est très rare. Hein. C'est des types Leclerc ou les gens comme ça, mais c'est plus de sport de masse, quoi, enfin, entre guillemets. Alors, on a 2 pilotes français en Formule 1, c'est quand même une année un peu exceptionnelle avec Grosjean qui est là depuis quelques années et Gasly qui est là depuis 2 ans et Leclerc qui est un monégasque donc qui est en Formule 1 aussi sur 22 pilotes, c'est pas mal. Ce sont des années assez rares. C'est vrai que les formules de promotion, et vous le soulignez, sur le circuit d'Albi, il y avait les formules MEP, les formules inventées par le concessionnaire Citroën de l'époque, Maurice-Émile Pezous, qui est un ingénieur pont et chaussée, et qui avait fait une formule monotype avec un moteur de Panhard au début et de GS ensuite, une monoplace, pas chère, où tout le monde avait la même, et que effectivement des gens avec des moyens limités, je crois que c'était 6 000 francs à l'époque,
On pouvait rouler pour rouler cette voiture, et l'école de pilotage était là pour apprendre les gens à rouler. Et moi, j'ai discuté avec un gars qui est venu faire l'Historic Tour, qui faisait de la MEP quand il était jeune. Il avait un Solex et une MEP. Alors, tous ses copains, quand ils étaient à l'école ou les années fac, il avait son Solex, puis il disait, mais j'ai une voiture de course, j'ai une MEP. Mais personne ne le croyait. Mais en fait, c'était possible. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, alors, il y a des fois, papa-maman, ce sont les premiers sponsors. Dès le karting, ça coûte très cher. On peut trouver des sponsors d'entreprise, que ce n'était pas trop le cas à l'époque. Mais aujourd'hui, les formules de promotion en France, comme la formule Ford, qui était la deuxième formule la moins chère, puisque c'était les formules sans appui aérodynamique qui ne coûtaient pas très cher, a disparu en France. La formule Renault, pourtant inventée par Renault, pas trop chère, puisque les voitures sont un peu chères à l'achat, mais elles durent 10 ans. C'est une voiture qui coûte 150 000 euros, mais qui dure 10 ans. Donc finalement, à la ramener à l'année, ça se revend bien. C'est pas trop cher, mais c'est quand même cher. Ça a disparu. Ça existe qu'en Europe. Et la Formule 3, qui est l'antichambre de la Formule 3000 de la F1, donc on va dire la 3e division, où j'ai roulé moi il y a 17-18 ans à peu près, elle a disparu aussi, parce qu'elle est trop chère. Donc maintenant, c'est des formules soit en Angleterre où il existe pléthore de championnats, des pas chers, des moins chers et des très chers. C'est un public de passionnés, et 80% des teams de Formule 1 sont basés en Angleterre. Les sous-traitants sont en Angleterre, et tous les fabricants de pièces un petit peu exceptionnelles dans le monde de la compétition sont en Angleterre. D'autres pays qui sont fastes au niveau de la filière sont l'Allemagne. C'est le plus gros marché européen, l'Allemagne, donc c'est là-bas un petit peu que les constructeurs et les sponsors vont se bouger le plus. Et l'Italie, qui est aussi un public de passionnés. Après, les formules de promotion, elles ont un peu disparu, et pour qu'un jeune arrive, il faut qu'il soit vraiment très très bon, et très très bien soutenu par un parrain ou quelqu'un qui va les introduire dans des teams ou leur faire tester des voitures, etc. Mais les filières, malheureusement, vous avez raison de le souligner, elles disparaissent, en tout cas pour ce qui est de la monoplace. Est-ce que la monoplace est l'avenir de la compétition? Est-ce que ce sont les compétitions les plus intéressantes à regarder? On n'est pas sûr. Aujourd'hui, ils sont obligés de créer du spectacle en obligeant de passer 3 types de gommes différents pour qu'il y ait des voitures qui aillent moins vite que d'autres, et ils obligent à passer ces 3 types de gommes. Il y a des DRS qu'on appelle, c'est-à-dire quand on est derrière une voiture, on peut baisser l'aileron, ce qui permet de la doubler. Donc tout ça, c'est un petit peu du spectacle un petit peu artificiel. Mais les formules de promotion existent en berline, avec par exemple les midgets, qui ont tous des moteurs de Renault 2 litres, avec une boîte de vitesse de Renault 2 litres qui sont garantis 2 ans, vous ne faites rien dessus. Et les midgets 2 litres, vous pouvez faire un train de pneus la saison, avec un train de pneus. Ce sont des pneus de route normaux, donc ils font 1,5 km, donc ils font une saison. Et je roulais aussi en midget pendant quelques années. Ils nous obligeaient même à changer les pneus en fin de saison, parce qu'en fait, plus ils s'usent, plus ils vont vite, puisqu'ils ont le crampon qui diminue, et là, le pneu a moins bouge moins latéralement, et il va de plus en plus vite, puisqu'il tient de mieux en plus la route, puisqu'il s'approche du pneu slick. Donc ils sont obligés en fin de saison à mettre des pneus neufs. Mais c'est des pneus de route qui coûtent 80 € chacun. Donc en berline, on trouve des formules de promotion, et en monoplace, ça a disparu en France. S'il vous plaît. Vous parlez je suis à votre droite. D'accord. Vous avez beaucoup parlé de technique, et c'est passionnant, c'est extrêmement précis, etc. Vous n'avez pas du tout parlé de l'aspect de la psychologie des pilotes. Qu'est-ce qui fait qu'on devient pilote? Est-ce que les pilotes ont la trouille, etc. Est-ce que c'est uniquement l'amour de l'argent? Est-ce que c'est la passion de la vitesse? Quelle est la psychologie d'un pilote de course? Le moteur, c'est l'adrénaline. C'est pas l'argent, parce que même en Formule 1, il n'y a pas la moitié des pilotes qui sont payés. Par contre, les 5 premiers sont très très bien payés, et les 5 derniers payent par leur sponsor pour avoir un volant. Vous voyez à peu près le schéma, alors qu'on est là dans le top monde. Sur les pilotes qui roulent aujourd'hui dans les championnats, il y en a la moitié qui sont des gentleman drivers, c'est-à-dire des personnes un petit peu comme moi qui ont commencé à rouler quand ils ont eu les moyens financiers, parce que pour démarrer jeune, il n'y a pas de secret, il faut quand même que le principal sponsor, papa, soit là. Et la motivation, c'est de doubler l'autre, d'aller plus vite que l'autre, pour plein de raisons, parce qu'il est plus sûr, parce qu'il fait moins d'erreurs, parce qu'il est plus rapide, ou parce qu'il a un matériel mieux préparé, ou des réglages mieux. Mais la compétition, c'est comme dans tous les sports, comme dans l'athlétisme ou dans tous les sports, ou même les sports extrêmes, comme vous faites aussi.
c'est d'être meilleur que l'autre. Et voilà. Et donc cette adrénaline de maîtriser la vitesse mieux que l'autre et d'arriver devant, c'est le moteur du pilote. Après, plus tard, c'est quand même de passer un week-end en maîtrisant un petit peu son adrénaline et maîtrisant le véhicule. Et pour ça que le véhicule ancien, le VH, prend un gros essor. Et maintenant, il y a plus de licenciés qui font des courses en véhicule ancien. On a 330 pilotes sur les week-ends de véhicules anciens et 180 sur les week-ends de véhicules modernes. Parce que les voitures anciennes sont assez imparfaites. Il n'y a pas de voiture parfaite dans les voitures anciennes. Une accélère très fort, l'autre tient la route, l'autre est légère et freine mieux. Et la voiture parfaite, il n'avait pas inventé. Donc elles sont beaucoup plus amusantes à conduire parce qu'elles n'ont pas d'ABS, de SP, elles sont très vivantes. Et donc on s'aperçoit que ça intéresse en fait beaucoup plus de monde. C'est pas non plus une catégorie de personnes qui vont se taper dans les portières au premier virage pour être en tête dès le premier tour, quoi. Il y en a quand même le temps dans une course de doubler quelqu'un qui est moins rapide en étant un peu plus sage. Mais le moteur, c'est l'adrénaline. Alors, c'est sûr qu'avant le départ, le track est là, parce qu'un départ c'est toujours périlleux. On peut s'accrocher, on peut tout perdre au premier virage par sa faute ou par la faute de notre, qui se met comme ça devant et puis on ne peut pas faire autrement que l'éviter. Et avant le départ, tout le monde a le track, oui. Mais tout le monde quand même a le track, mais se régale. Moi personnellement, quand j'ai une course que je vais faire qui me plaît, j'ai un suc qui descend de chaque côté. Je ne le fais pas tout le temps, mais c'est vraiment une tardiette, quoi, ça va partir. Non mais Olivier justement suggérait une question. Peut-être que j'ai coupé la parole à quelqu'un. Oui. Moi, je vous laisse poser votre question d'abord. Oui. Merci. Allez-y. Merci. Oui, bonjour. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous proposez comme sur le circuit d'Albi comme activité ou animation pour les particuliers. Je sais, il me semble qu'à Nogaro, il y avait des sorties sur 1 heure où les gens pouvaient conduire sur différents types de voitures. Et qu'est-ce que vous proposez également pour les collectivités ou les sociétés? Est-ce qu'il y a des activités qui sont prévues? Personnellement, il y a une vingtaine d'années, j'avais vu l'école des mines qui avait organisé sur le circuit d'Albi une simili-course avec comment on appelle ça, le classement et puis ensuite la course le lendemain pour les élèves de l'école. Est-ce que c'est des choses que vous proposez toujours sur le circuit d'Albi? Alors ce dont vous parlez, c'est les formules diester avec des moteurs diester et des moteurs éthanol. Et c'était un challenge inter-université, dont l'école des mines et d'autres écoles. Et j'étais 2 ou 3 ou 4 par école à faire une course. Il y avait une école qui arrivait première de ce championnat, si c'est du même qu'on parle. Et ces formules avaient été mises au point par un ingénieur de l'école des mines d'Albi. Et ce championnat, j'ai fait le championnat en diester et biocarburant, où j'avais gagné le titre ailleurs de champion. Et l'école des mines existe toujours. Ils viennent souvent au circuit d'Albi, mais pour l'instant, c'est pas dans le goût du jour et c'est pas dans les métiers appris à l'école des mines où il n'y a pas de métier tellement mécanique. L'école des mines, maintenant, c'est très tourné vers la 3D. Les technologies, on va dire, un peu plus mises au point par les ordinateurs. Mais bon, ils sont toujours à l'écoute et il se passera probablement quelque chose quand même avec l'école des mines, mais c'est à eux d'inventer un petit peu le concept qu'ils voudraient y appliquer. Aujourd'hui, pour les jeunes, il y a l'école de mini-moto, très très jeune, des 6 ans. Il y a l'école de karting, très jeune aussi, des 6 ans. Et ensuite, on a une école de moto. Tous les mois, il y a une journée d'école de moto où on vient avec 3 niveaux, débutant, moyen, confirmé. Tout ça, c'est filmé. Et puis, ils font 1 demi-heure de piste, 1 demi-heure en salle pour voir un petit peu la position qui est la mieux adaptée sur la moto pour prendre le virage. Je l'ai fait aussi, là, c'est assez impressionnant quand c'est un vrai pilote qui est moto, puisque je ne suis pas un, j'ai un motard du dimanche, qui vous dit comment prendre un virage plus vite en toute sécurité, juste en vous déhanchant, et puis on a l'impression de déhancher, mais en fait on voit qu'à la télé on ne déhanche pas du tout. Et bien là on passe le virage en toute sécurité, beaucoup plus vite, en ayant une bonne position sur la moto. Donc ça va jusqu'au perfectionnement de pilote, c'est-à-dire le pilote qui donne ses cours, c'est un Albigeois, Alexis Masbou, il a roulé 8 ans en moto championnat du monde. Donc très pédagogue et c'est très formateur. Et il y en a pour tous les niveaux.
Et on fait 300 km dans la journée sur le circuit. C'est quand même c'est super. En voiture, on a les mid-jet 2 litres, où on peut faire dès 99 € 2 tours de baptême. 199 €, on roule un quart d'heure et on fait un baptême suivant. Et comme ça, on peut monter jusqu'à un coaching personnalisé, où vous prenez un coach pendant 1 heure, peut-être 100 € de l'heure, et louer la voiture pendant 1 heure, ou pendant 2 heures, ou pendant 3 heures. Mais bon, 3 heures, ça fait beaucoup. C'est vraiment, après c'est à la carte, à partir de 390 €, on fait carrément à la carte ce que veut faire le client. On peut rouler ça avec sa voiture, et on prend 25 voitures maximum pour 250 €. Donc là, il peut rouler 8 heures s'il veut, mais encore une fois, c'est pas le but. Mais tous les demi-heures, il vient faire un réglage, ou gonfler les pneus, ou voir un petit peu comment réagit sa voiture, à son rythme, tranquillement. Il y a alors c'est un peu un métier de cigale, c'est-à-dire il y a 2 jours par mois l'été et 0 jour l'hiver à peu près. Mais s'il fait beau, on met une journée track day, on le met sur internet, et en 4 jours, 5 jours, il y a 25 voitures qui veulent venir vous rouler, et puis des fois qui veulent venir rouler sous la pluie pour se tester sous la pluie, ou tester les limites un petit peu de la voiture en toute sécurité. Ensuite, on a les BMW électriques qui viennent faire des stages entreprises et collectivités. On prend jusqu'à 100 personnes à la fois, puisqu'on est 4 par 4 dans ces BMW électriques, où il y a 3 capteurs latéraux, freinage et une vitesse imposée. Que l'entreprise dit, par exemple, je veux que les gens roulent à 90 km/h de moyenne sur un circuit, c'est pas difficile à tenir, mais en ayant le moins de jets latéraux possible et de freinage accélération, c'est vraiment pas le plus rapide qui gagne. Et là, donc le coach, lui, il a accès à un tableau avec des informations qu'on n'a pas le pilote. Le pilote, il voit, il sait pas sa moyenne, par contre, il sait combien il a de jets latéraux, par exemple, ou d'accélération au freinage. Et l'autre, le coach, lui dit, il te faut aller plus vite, ou il te faut moins de tournées brusques, etc. Et donc le classement change sans arrêt, et on passe jusqu'à 100 personnes en 2 heures. Ça commence à être intéressant à partir de 20 jusqu'à 100 personnes. C'est pas un gros prix, ça fait 40 € par personne. Et c'est un challenge qui est vraiment amusant, où vraiment c'est le public d'une entreprise. Donc il y a le pourcentage de femmes très élevé, 40-50%. Même sur le karting, moi j'ai fait un stage entreprise, j'ai une autre entreprise, parce que le circuit en fait c'est un petit peu mon hobby, mais j'ai une entreprise où j'ai 70 personnes. C'est une diffusion, on vend des voitures d'importation dans le Midi-Pyrénées. Et donc on fait un stage d'entreprise, toutes les secrétaires, les comptables s'en sont venus, et il n'y en a pas une qui a dit qui n'a pas aimé faire du karting. Chacune a sa vitesse, mais sur un challenge de 2 heures où on est tirage au sort par équipe et tout, ça fait des trucs sympas à faire pour les collectivités et entreprises. Et ensuite, cette année, on aura d'autres voitures qui seront des voitures GT4, qui sont des voitures de course, mais avec des pots d'échappement et tout, donc qui ne feront pas de bruit. Alors, je vais en venir à ma question, justement, et vous l'avez introduite en parlant des femmes. Je me demande maintenant, quid des femmes au niveau de la professionnalisation sur ces métiers ? Puisque vous le dites, Claudine Masson le dit, les femmes aiment conduire. Qu'est-ce qui fait que finalement, on a quand même, me semble-t-il, pas vraiment parlé de pilotes femmes ? Et ma question se posera aussi côté jonglage, parce qu'il me semble qu'il y a moins de jongleuses, du moins j'en ai pas beaucoup vu. Et comment vous expliquez finalement qu'au niveau de la professionnalisation dans le métier, on voit moins de femmes ? Alors je commence peut-être. Les femmes aiment les voitures et les femmes aiment les motos. Et elles aiment la vitesse. Mais elles se disent que je veux bien participer, mais pas forcément conduire sur des courses. Celles qui s'essayent en karting se débrouillent très bien. La dernière course qu'il y a eu, qui était donc au circuit d'Albi, qui est des courses de camions, qui paraît le truc le plus improbable à piloter pour une femme, sur 24 camions, il y avait 2 femmes qui pilotent des camions de 1000 chevaux, sans anti-patinage, sans ESP, sans rien. Et course de camion, ça bouscule sur la piste, parce que c'est très large, et la piste, elle s'est pas élargie pour les camions. Donc dans les virages et tout, il y en a une qui a fini dans la première moitié, enfin, la moitié du plateau, et l'autre, elle a cassé le moteur. Donc elle y mettait le compte. En course de voiture, il y en a peut-être 5% à peu près qui sont en course de voiture ancienne, des passionnés d'une marque, passionnés d'un truc. Ça marche beaucoup quand même à la passion, les femmes. Et puis elles sont respectées dans le paddock. Personne ne va s'amuser à
frotter les portes ou quoi que ce soit, ou les impressionner. Elles sont, et je suis sûr que les pilotes masculins tiennent à ce qu'il y ait de plus en plus de femmes qui viennent un petit peu faire ces compétitions. En moto, un peu moins quand même. En moto, c'est quand même, les femmes sentent quand même mieux le danger qu'un homme peut-être. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jongleuses, qu'il y a une majorité d'hommes qui font du jonglage, mais je ne saurais pas pourquoi l'expliquer. Et pourtant, c'est dommage parce que je connais des jongleuses et elles ont des qualités corporelles, plein de choses qui changent le rapport à l'objet et qui est tout aussi intéressant. Et ouais. Un peu comme ce qu'il disait, moi je serais demandeur d'en voir beaucoup plus. Il y en a, mais c'est vrai qu'il y a une dominance masculine là-dedans. Mais ouais. Vous n'avez pas eu de discussion qui vous permette de dire, elle s'oriente moins vers ça pour telle ou telle raison? Non. Je sais pas. Je dirais, ouais, non, j'ai jamais posé la question, c'est vrai. Mais parce que autour de moi, j'en avais, et du coup, je me suis pas posé la question de ça. Mais s'il y a des femmes qui veulent se mettre au jonglage, il n'y a pas de problème. Hein. À n'importe quel âge, tout. Avec des boîtes à cigares? Avec les boîtes à cigares. Oui, si, tout est possible. Tout est possible. Oui. Vous avez dit, monsieur, les femmes aiment la vitesse. Alors, j'aimerais savoir quelle est votre interprétation de pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire aimer la vitesse? C'est la première question. Hein? Chacun a des petites idées, mais qu'est-ce que ça veut dire aimer la vitesse elle-même? Ensuite, la compétition, etc. Et ma deuxième question, c'est comment le spectateur, il y a beaucoup de gens qui aiment les courses de voiture, donc finalement, qu'est-ce qu'ils recherchent d'abord? Est-ce qu'ils recherchent les jeux du cirque? Est-ce qu'ils sont contents quand il y a un accident, par exemple? Ou bien, qu'est-ce qu'ils recherchent d'autre? J'aimerais avoir votre opinion sur ces deux points. Merci. Alors, les femmes, elles aiment les voitures et elles aiment les motos. Et après, elles aiment la vitesse, parce que c'est grisant, la vitesse, et puis elles y trouvent un côté adrénaline, mais sur une moto, elles préfèrent être derrière un pilote ou un conducteur de moto, même du dimanche, qui roule vite. Ça, c'est grisant, que de la conduire elle-même et d'aller vite. Mais sur les compétitions, elles sont vraiment en mode compétition, elles ne sont pas en mode touriste. Donc elles recherchent de la vitesse, des sensations comme les hommes, des sensations d'adrénaline. Mais elles aiment bien la voiture ou une moto, ça leur donne une émotion de voir une belle voiture, une belle moto. Presque plus qu'un garçon. Après, le public, qu'est-ce qu'il vient voir sur une course? Il vient voir, on va dire, des incidents, des dérapages, des blocages de roues, des sorties, quelqu'un qui s'accroche, etc. Un accident aussi. L'accident, il ne faut pas que ce soit dangereux, mais c'est rarement dangereux sur un circuit, un accident, contrairement au rallye. Donc c'est vrai que le public, il attend un petit peu ça, qu'il se passe quelque chose d'anormal. Mais il attend surtout que les voitures se doublent, que se redoublent, et puis que son pilote de qui il est fan, parce que souvent les pilotes, le public, ils ont des préférés, que ce soit en auto ou en moto, qui n'est pas forcément le premier d'ailleurs. Hein. Ils viennent soutenir le 8e parce qu'ils sont potes ou parce qu'ils sont fans. Et ce 8e, s'il finit 6e ou 5e ce jour-là, ils sont super contents. S'il finit 9e ou 10e, ils ne seront pas contents, mais ils vont soutenir en particulier un pilote plutôt qu'un autre. Pardonnez-moi, j'ai encore une question. Je suis toujours à votre droite. Sur l'école du cirque, comment ça marche ces études alors? C'est très mystérieux pour nous. Qu'est-ce que c'est que l'école du cirque? On a parlé de travail en alternance. Vous étiez... Après, il y a beaucoup d'écoles différentes. Il y a beaucoup d'écoles où travaille beaucoup plus la technique, comme les rigueurs dans la technique. Il y a des écoles amateurs et cette école elle a
une grande ouverture pour la recherche artistique, et de trouver un peu ton langage, ton propre technique dedans. C'est une école où quand tu rentres avec un niveau de technique déjà, et c'est plutôt pour découvrir c'est quoi ton langage, c'est quoi ton univers que tu as envie de développer personnel. C'est pas la compétence d'être le meilleur, comme on l'a dit, sinon plutôt d'être authentique, où tu te trouves ça c'est moi, ça c'est une chose que ça me plaît et que c'est à moi que j'ai découvert ça dedans de moi et c'est pas à elle. Et c'est pas, par exemple, lui qui fait le jonglage, normalement avec les boîtes, tu lances les boîtes pour l'air, non? Ça c'est la technique. Elle trouvait un petit univers dedans que c'est, moi j'ai pas vu une autre personne qui fait ça. Et ça c'est une chose qui est spéciale qu'elle a dans cette école, qui où beaucoup d'espace à la recherche. On dit toutes les semaines, tu as la technique pour le matin, et aussi on a un espace de recherche, que toutes les semaines on cherche dans les scènes. On fait des petites présentations. Ouais. Les recherches, c'est genre on expérimente devant notre classe des choses. On y va en mode crash test. C'est vraiment ça comme truc. C'est genre on a une idée. On a 2 ans où on peut expérimenter beaucoup de choses, où on n'est pas forcément focus sur un projet comme la 3e année. Et du coup, tous les mois, on a une présentation devant un public. Et pendant ce mois, on a 2-3 passages devant toute la classe. Du coup, on a un rythme de présentation assez intense. Et on n'a pas forcément le temps de préparer des formes hyper bien construite. Du coup, c'est vraiment crash test de présenter, expérimenter, vivre le moment présent et l'improvisation, ouais. On se met dans la galère beaucoup de fois. Ouais, c'est Mais ça. Il y a cet espace pour expérimenter, pour prendre des risques et apprécier plutôt le process que chercher un résultat déjà. C'est... Et pendant la première année, on est accompagné aussi par des profs. Enfin, on a des cours de théâtre en parallèle de nos cours de spé et des cours de danse. Et en 2e année, on a des ateliers différents modules pour nous faire explorer différents types de théâtre comme le bouffon, le clown ou plein d'autres choses comme ça qui existent. Et pareil en danse, on a fait du... comment que ça s'appelle? Enfin bref, plein de choses plus abstraits ou plus concrètes. Et enfin, du coup, ça demande une certaine ouverture. Enfin, ouais, on apprend à s'ouvrir aussi. Enfin, ouais. Ouais. Et ça, c'est une école de cirque plus contemporaine, plus... il y a beaucoup d'expérimentation, mais aussi il y a des écoles qui sont plus classiques, qui vraiment c'est aller à la technique, c'est super exigeant aussi. Il y a vraiment des différentes écoles et profils. C'est vraiment ouvert. Maintenant, aujourd'hui, le cirque, ça se mélange beaucoup avec le théâtre, avec la danse. Dans cette école, il y a beaucoup de mélange de théâtre, danse, cirque, et plus trouver ton propre langage, c'est super contemporain, c'est pas une école classique. Je ne sais pas si ça se comprend. Oui, c'est une école qui est connue pour ça. Bonsoir, j'ai encore une question pour les gens du cirque. C'est sur votre spectacle de ce soir. J'ai l'impression que tous les deux, vous avez montré un spectacle où on n'arrive plus à maîtriser, on se fait dominer par quelque chose. Et je voulais savoir si c'est votre impression, enfin, qu'est-ce que vous voulez traduire, raconter avec ça? J'ai pas compris toute la... Quand votre spectacle à vous, on avait l'impression que votre corps, il dominait votre esprit. Il prenait le dessus et à la fin, ça se termine mal.
Ça c'est à la fin. Ça se termine mal. Ah, tu parles de mon... Ok, oui. Oui, votre prestation oui. de ce soir. Oui, c'était un peu l'idée, c'est ça. C'est un personnage qui est beaucoup dans la tête, qui essaie d'avoir un ordre, de contrôler tout, et de donner une impulsion plus animale, plus sauvage, plus incontrôlable. Et il y a cette lutte intérieure entre contrôler, c'est tout bien, un personnage plus social, plus social, si. Et le personnage de l'intérieur, que c'est le corps. L'énergie de l'intérieur, que c'est le corps. Et voilà. Ça, la fin, c'est que ça sort cette énergie qui finalement n'est pas contrôlable. Après, je m'ai oublié de donner le top de la fin de la lumière. Aujourd'hui, il y avait un fan improvisé. Oui, ben justement, justement, ma question va être en rapport avec la fin. Pardon. Pardon. Je voulais interroger le rapport que vous avez avec les spectateurs, aussi bien dans le sport d'ailleurs, et que vous dans le cirque. Parce que vous parlez du plaisir à créer, à jouer, et puis du plaisir aussi que vous avez à faire de la vitesse, mais en circuit fermé seul ou en spectacle en somme. Alors qu'est-ce que rajoute le spectateur? Parce que effectivement ce soir, j'avais l'impression que vous preniez beaucoup plaisir dans ces présentations, enfin ces spectacles absolument formidables, que j'ai trouvé absolument formidables, mais j'étais très frustrée parce qu'à la fin, il me manquait de pouvoir applaudir davantage. On avait l'impression que vous fuyiez le spectateur, vous vous êtes échappé de la scène. On ne fait pas ça. Voilà, c'est ça, oui. On le fait. Ouais. Merci. Ne faites pas ça. Ouais. Mais oui, enfin, en effet, enfin, il y a un rapport assez grisant quand on est sur scène d'être face à un public, parce que, enfin, j'ai eu une discussion il y a pas très longtemps avec quelqu'un qui était dans le public et qui avait regardé le spectacle, et enfin, elle disait que enfin, je sais plus, elle se posait une question de comment on arrivait à savoir si on avait ressenti ou pas, enfin, si on arrivait à ressentir ce que ressentait le public, et elle était persuadée que malgré qu'elle cache ses émotions ou quoi, on n'arrivait pas forcément à connecter avec ce qu'elle avait ressenti du spectacle, même si elle n'était pas s'esclaffer de rire, enfin bref. Mais il y a une espèce d'énergie générale qui se dégage très souvent et on la reçoit, nous, sur scène. Et ça, enfin, parfois, ça crée de belles énergies qui font grandir les choses et qui, un peu comme on monte une mayonnaise. C'est genre, on est tous ensemble à créer ce truc et, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose une synergie qui se crée, un rapport, enfin bref. Je me suis étalé sur la... Après, en comparaison avec les cirques traditionnels, il y a beaucoup de rapports à, ok, j'ai fait les super trucs, la pirouette, et j'ai fait comme, il y a un applaudissement, tout ça, que ça vient plus de les cirques traditionnels. C'est vrai qu'on ne travaille pas beaucoup ça. Je crois que voilà. C'est ça, non, que tu parlais comme... C'est ça qui me manque. Ouais, l'applaudissement. On a besoin. Ouais. En fait, comme c'était en conférence aussi, normalement on fait les numéros, on sort, il y a un moment qu'on revient et on fait ça. Aujourd'hui c'était en conférence et on était comme... On donnait plus la place à la conférence. C'était comme c'était pas un spectacle, on était comme à l'attentif de qu'est-ce que ça passe, pour pas prendre C'était un show spécial aujourd'hui. On n'a pas pris ce moment pour... Non? Oui, c'est ça. C'est vrai. Vous nous en avez privé, ben ça y est. Ouais. Pardon. Je suis désolé. Non, c'est vrai. Merci pour le dire.
C'est votre dernière chance de poser des questions à un pilote automobile, le patron du circuit d'Albi, ou bien à... Voilà. Est-ce que le sport mécanique ne va pas devenir purement mécanique avec les évolutions techniques et l'intelligence artificielle et les voitures autonomes? Est-ce que ça annonce pas la fin du pilotage? Est-ce qu'il y aura, on peut imaginer un jour des courses de voitures? Pardon. Est-ce qu'on peut imaginer un jour des courses de voitures sans pilote avec l'intelligence artificielle et les voitures autonomes? Alors, il y a des courses de voitures télécommandées qui existent pour les gamins. Donc pourquoi pas pour les adultes qui soient des courses de voitures télécommandées. Après, les courses de voitures autonomes ont tellement de sécurité entre elles qu'elles se doubleront jamais. Elles vont jamais faire l'intérieur ou l'extérieur. Elles vont toujours rester en fil. Elles vont toujours rester sages, les voitures, sauf si elles se dérèglent. Et là, il peut y avoir les jeux du cirque qui viennent voir des accidents. En fait, c'est un peu une provocation, mais on entend souvent les pilotes dire que l'assistance électronique est de plus en plus présente et que le rôle devient de moins en moins important sur les courses de moto, les courses de voitures, etc. Et donc, si on pousse un petit peu ça, on peut se dire qu'un jour, il y aura, pour finir, où est-ce que sera l'attrait sans l'humain dans la voiture, mais on peut imaginer que ce soit le cas un jour. Oui, sur les voitures modernes, il y a maintenant de l'ABS sur certains véhicules de course et les antipatinages qui sont en mode dégradable pour suivant s'il pleut ou s'il pleut pas. Moi, personnellement, je trouve ça moins intéressant et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, c'est qu'il y a 2 fois plus de pilotes qui viennent sur les week-ends de voitures anciennes. Anciennes, c'est jusqu'à les années 90, où il n'y a aucune assistance, que sur les voitures modernes où finalement le pilotage est moins prépondérant et où la technique, la technologie l'emporte. Donc c'est sur un plan de pilotage, ça se perd et ça se perd de plus en plus. Et le public aussi n'y retrouve pas son compte, puisque la voiture finalement, elle n'est jamais dans des positions de dérapage ou de freinage raté ou de roues qui se bloquent. Et le public finalement, il voit passer des voitures qui se suivent un petit peu et se ressemblent et qui se bataillent pas trop. Mais après, donc les voitures grosses, les voitures anciennes, il y a vraiment des dépassements parce que chaque voiture, avec ses qualités et ses défauts, a un endroit du circuit où elle est plus performante qu'une autre. Et en tout cas, il faut la dompter, alors que la voiture moderne, c'est elle qui connaît les limites, puisque c'est l'électronique qui en décide. Donc effectivement, ça s'étiole au niveau du plaisir de pilotage, au plaisir de regarder les courses du public. Et on ne sait pas de quoi sera fait demain. Mais ce sera des courses de voitures électriques aussi. C'est plus un sport mécanique, c'est un sport électrique. Il n'y aura pas de bruit. Est-ce que le public va adhérer à ça? C'est pas sûr, puisque ça fait partie du spectacle, le bruit et les odeurs. Là, il n'y aura pas de bruit, pas d'odeur. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon. On ira voir le cirque. Ça me fait penser d'ailleurs des choses qu'on a vues avec Science Animation, avec mes collègues bénévoles, on en a vu souvent dans les différentes réunions de vulgarisation scientifique. Vous connaissez sans doute le robot Nao, le petit bonhomme qui fait 80 cm de haut. Il est souvent exposé à Toulouse et on a vu comment il fonctionnait. D'ailleurs, il ne faut pas le faire fonctionner trop longtemps parce que même Nao, qui est un robot, finit par chauffer. C'est incroyable. Mais c'est comme ça. Donc il faut un peu l'économiser, bon d'accord, mais il ne tombe pas en panne. Le problème, c'est que quand on réunit, et je vous conseille de le faire pareil, avec vos ordinateurs, vous tapez Nao, les compétitions de football par les équipes de Nao, c'est extraordinaire. Parce qu'ils jouent au football, c'est vrai. Il y a des petits bonshommes qui ont des ceintures de couleurs différentes, les rouges et les bleus, d'accord. Autour, il y a des armées d'Asiatiques penchés sur leur ordinateur qui pianotent comme des fous, qui programment les robots pour aller plus vite, pour faire ci, pour faire ça. Le problème, c'est que le robot, par rapport à l'homme, le match de foot, il dure un temps infini, et le robot, il avance tellement lentement que quand il arrive sur la balle, pouf, il tire la balle, et on a le temps de s'endormir, mais c'est épouvantable. C'est-à-dire que le robot, c'est amusant 5 minutes, mais il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de jeu, mais il n'y a pas les jeux du cirque. C'est-à-dire que quand le robot tombe, lui, il a son truc, toujours le même, il s'assoit et puis il se relève tout seul.
Et on a une chose qui est d'une monotonie extraordinaire. L'intérêt, là, c'est pas effectivement le sport, c'est la technique qui est derrière, informatique. Mais là, c'est pas les jeux du cirque. Hein. C'est quand même un peu différent. Mais allez voir quand même Nao, les équipes de foot de Nao, c'est quand même assez extraordinaire.